Ouverture ce matin de la réunion des experts ivoiriens et burkinabés en prélude au 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, sommet prévu les 28 et 29 juillet prochains à Yamoussoukro. On en parle dans ce journal. Atelier de haut niveau sur la gestion axée sur les résultats de développement. La Côte d'Ivoire s'engage dans la dynamique. Le Premier ministre Daniel Kablan-Denka a signé ce lundi la déclaration d'engagement de la Côte d'Ivoire au projet dénommé Afrique pour les résultats. Et puis aux États-Unis, la convention des démocrates s'est ouverte ce lundi à Philadelphie. Hillary Clinton en sortira officiellement investie, candidate à la présidence des États-Unis. Pour certains, cette convention sera sans doute une unité de façade suite donc à la démission de la présidente du Parti démocrate. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce matin, je vous le disais en titre, de la réunion des experts ivoiriens et burkinabés en prélude au 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Sommet prévu les 28 et 29 juillet prochains à Yamoussoukro. Ce sera en présence des présidents Alassane Ouattara et Marc Roch Kaboré. On en parle avec Alvor Assa. Le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a débuté ce lundi avec la rencontre des experts des deux pays. Pendant 2 jours, ils vont plancher sur plusieurs questions. Des questions relatives aux infrastructures routières et ferroviaires liant les deux pays, à la fluidité routière, à la libre circulation des personnes et des biens, à la mise en place d'une société de pipeline sur le tronçon Bouaké-Ferké, Ferké-Ouagadougou. De diplomatie, d'intégration régionale, il en sera question, sans oublier la défense et la sécurité pour mieux lutter contre le terrorisme au niveau de la sous-région. L'agriculture, le foncier rural, les ressources animales, le changement climatique, la santé, l'éducation sont également sur la table des experts. Des experts qui vont procéder par ailleurs à l'évaluation des décisions et recommandations issues de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à la validation des projets d'accord à signer lors de cette 5e conférence au sommet et enfin à l'élaboration du projet de communiqué conjoint. Et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se porte bien, on peut le dire, sans risque de se tromper. Les échanges commerciaux entre les deux pays se chiffrent à environ 290 milliards de francs CFA. Ajoutez à cela une forte présence d'investisseurs burkinabés dans le monde des affaires, ici même en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Mahama Traoré et Awa Touré. Bernard Bonan dirige une entreprise spécialisée dans la sécurité électronique. Cet opérateur économique burkinabé le reconnaît. Son entreprise, implantée dans plusieurs pays de la sous-région, doit son essor au marché ivoirien. Le marché ivoirien par rapport aux autres marchés comme le Burkina, le Bénin où nous sommes représentés, le marché ivoirien représente pratiquement, disons, 65% de notre chiffre d'affaires. Cet homme d'affaires burkinabé n'est pas le seul à avoir trouvé un Eldorado en Côte d'Ivoire, chose que confirme le représentant de la Chambre de commerce burkinabé en Côte d'Ivoire. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire est propice. Pour preuve, après le retour de la paix, beaucoup de Burkinabés sont venus investir en Côte d'Ivoire, à l'image du mouvement qu'on observe de la part des autres pays, aussi bien de la sous-région que du monde en général. Preuve de cette affluence, plus de 2500 entreprises du Faso exercent actuellement en Côte d'Ivoire. Les principaux domaines investis sont l'agriculture, le commerce, les services ou encore l'industrie. Selon cet expert, l'influence de ces milieux d'affaires burkinabés pourrait être bien plus grande, n'eût été quelques difficultés rencontrées. On a constaté qu'il y a une certaine inorganisation au niveau des opérateurs économiques burkinabés ici, qui n'ont pas une bonne connaissance de l'environnement des affaires, qui ignorent aussi qu'ils ont des institutions telles que la représentation de la Chambre de commerce burkinabé et le Conseil burkinabé des chargeurs qui sont installés ici, qui sont des institutions ressources qui peuvent les orienter dans ce qui concerne le milieu des affaires ivoirien. Outre les affaires, la Côte d'Ivoire est également un partenaire de choix du Burkina dans le domaine du transit import-export. C'est par les ports ivoiriens et principalement celui d'Abidjan
que sont acheminées une bonne partie des marchandises à destination ou en provenance du Burkina. Il y a des avantages à travailler avec les ports ivoiriens pour l'expertise, pour la logistique. Le port d'Abidjan est la meilleure porte d'entrée et de sortie de nos marchandises, autour de 65 et deux fois 70%. Et nos importations passent par le port d'Abidjan pour la simple raison que les opérateurs économiques ont le choix entre le rail et la route. Toujours selon le Conseil burkinabé des chargeurs en Côte d'Ivoire, les ports ivoiriens accueillent actuellement à l'import comme à l'export 1 200 000 tonnes de marchandises burkinabées contre 450 000 tonnes par le passé. Une hausse favorisée par la réduction drastique du racket et l'amélioration de la sécurité sur les routes ivoiriennes. Son Excellence Mahamadou Zongo est le nouvel ambassadeur du Faso en Côte d'Ivoire. Il a été investi ce lundi matin par le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari. Le compte-rendu de la cérémonie avec Alexis Oudraogo. Alors que ce matin se sont ouverts les travaux du traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire, le nouvel ambassadeur du pays des hommes intègres a été installé en Côte d'Ivoire par le ministre des Affaires étrangères burkinabé, Alpha Bari. Pour lui, ce acte est un message fort. Je vous avais dit que les deux présidents sont en phase. Je vous avais dit que les deux ministres sont en phase. Vous avez la preuve aujourd'hui. Un message qu'appuie le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Albert Mabri-Touakeus. Le traité dont les travaux démarrent ce matin à Yamoussoukro est unique en son genre en Afrique. Nous faisons mieux que le tandem France-Allemagne en Europe et nous ferons en sorte que dans les mois, dans les années à venir, ce soit effectivement un tandem gagnant que nous installons ici. J'ai espoir donc en cela et je voudrais que l'ensemble des Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire se sentent chez eux comme d'habitude et fassent en sorte que quand il faut contribuer à la paix, nous contribuons tous à la paix ici. Quand il faut le faire également au Burkina, que nous le faisons ensemble. La coopération ivoiro-burkinabé annonce de beaux jours, tant dans les domaines de l'économie, de la santé, de l'éducation et même du sport. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a accordé aujourd'hui 2 audiences. La première, vous la voyez sur ces images, cette audience donc à Charles Dibi Kofi, président du Conseil économique et social. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Il a été question de la contribution de leurs institutions respectives dans le développement du pays. Soro Guillaume qui s'est également entretenu avec la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Marietou Okone, qui a donc souhaité la contribution des élus du peuple dans l'accomplissement de sa mission, à savoir la cohésion sociale. Atelier de haut niveau sur la gestion axée sur les résultats de développement. La Côte d'Ivoire s'engage dans la dynamique. Le Premier ministre Daniel Kablan-Denka a procédé à la signature donc de la déclaration d'engagement de la Côte d'Ivoire au projet dénommé Afrique pour les résultats. On en parle avec Noël Nyanyou. Après le groupe consultatif de Paris, au cours duquel l'objectif de la mobilisation de ressources a été largement atteint, il nous faut maintenant réussir celui de la mise en œuvre avec l'obtention de résultats planifiés dans les délais prévus afin d'améliorer significativement le quotidien des populations à court, moyen et long terme. Voilà situés les enjeux de cet atelier de haut niveau sur la gestion axée sur les résultats de développement, GRD, avec pour thème leadership national pour les résultats des initiatives rapides, parce que 2020, c'est dans 4 ans. Des ministres, des présidents d'institutions, des dirigeants politiques, des élus locaux, des acteurs de la société civile et autres ont une journée pour s'approprier de façon effective la pratique de la gestion axée sur les résultats. La force de la gestion axée sur les résultats vient d'abord du fait qu'en appuyant sur les données comptables et financières, elle permet d'appliquer un langage commun à l'ensemble de l'organisation
Elle vient aussi de la possibilité qu'elle offre de décentraliser la prise de décision en échange du contrôle des résultats. Enfin, la gestion axée sur les résultats doit permettre de responsabiliser, d'évaluer et donc de motiver les parties prenantes à partir d'objectifs qui leur ont été fixés. Comme on le voit, il s'agit ainsi de mettre un accent sur les impacts concrets à toutes les étapes et à tous les niveaux du processus de développement national. Toute chose qui met en lumière la nécessité de l'efficacité des actions de développement pour le bien-être des populations. Tout le sens de l'engagement du gouvernement. Je voudrais souligner l'engagement du gouvernement à promouvoir à tous les niveaux de la société ivoirienne, administration, secteur privé et société civile, la culture de résultats, à systématiser le suivi, évaluation et la mesure des performances dans la mise en œuvre de toutes les interventions publiques, promouvoir et rendre efficace et effective la reddition des comptes par tous les acteurs œuvrant dans la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement en Côte d'Ivoire en général et du PND 2016-2020 en particulier. Au-delà du discours, un acte est signé pour servir de référence avec à la clé la mise en place d'un comité national fort de 10 membres. Lancé en 2007, la communauté africaine de pratique AFCOP sur la gestion axée sur les résultats de développement GRD est un réseau de plus de 4700 décideurs et praticiens du développement issus de 118 pays à travers le monde. En Afrique, on en dénombre 18 avec l'appui de la BAD et l'ACBF, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. On fait à présent un petit tour à Grand-Bassam. Le Premier ministre y était. C'était à l'occasion de l'inauguration de l'école hôtelière de la ville balnéaire. Cette école se veut un outil de développement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit en tout cas Herman Guivet. Grand-Bassam. La ville balnéaire peut désormais compter au nombre de ses réceptifs hôteliers, de ses monuments et vestiges du passé, un établissement de formation au métier de l'hôtellerie. Fruit de la coopération ivoiro-suisse et ivoiro-marocaine, cette école d'hôtellerie fait déjà la fierté des cadres et élus du Sud Comoé. Les pieds dans la tradition, le regard tourné vers le futur, la ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO porte de grandes ambitions. L'enseigne est dévoilée, une satisfaction pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, fidèle dans sa logique d'impulser le développement du tourisme. L'école hôtelière de Grand-Bassam, outil de développement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, qui a pour vocation de former à un haut niveau ses apprenants, offre à la jeunesse une grande opportunité d'insertion professionnelle, adaptée aux besoins d'exigence et d'évolution du secteur, tout en assurant à ses lauréats un profil professionnel élevé. Olo Germain, promoteur de cette heureuse initiative, se félicite de son achèvement. Vous avez demandé que nous puissions hisser les fanions de notre pays et de booster l'industrie hôtelière. Oui, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Le reste, Dieu le fera. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui n'a pas manqué de saluer les perspectives positives qu'offre cet établissement pour le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Ce nouveau établissement hôtelier devrait contribuer à l'expression du plein potentiel touristique de cette localité et à la valorisation du riche patrimoine culturel et touristique de cette ville historique. Faut-il le rappeler, la cité de Grand-Bassam est depuis juin 2012 inscrite sur la liste prestigieuse du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un motif supplémentaire de fierté pour les futurs étudiants de ce bel établissement. Partenaire de l'école hôtelière de Genève et de l'école hôtelière de Casablanca, l'école hôtelière de Grand-Bassam a une capacité d'accueil de 300 étudiants. 200 millions de francs CFA pour booster la filière porcine en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un fonds de garantie obtenu dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, dans sa phase 2 par l'Union européenne. Perpétuellement et Serge Coléa, nos reporters, se sont rendus dans une ferme sur la route d'Alépé, ce pour découvrir l'univers des porcs, mais surtout pour en savoir plus sur l'intérêt de ce fonds de garantie. Depuis 30 ans, Dominique Kouadio pratique l'élevage de porcs. C'est un héritage familial qui tient sur une superficie de 3 hectares. Avec 10 employés et un technicien, cette ferme de 1500 porcs arrive chaque semaine à atteindre ses objectifs de production.
Il faut s'armer de beaucoup de patience et surtout de passion pour réussir dans l'élevage de porc. Il y a de la rentabilité dans l'élevage, encore faut-il être formé. Parce que trop de promoteurs, trop de gens veulent faire de l'élevage. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens, alors ils nous achètent des femelles, ils nous achètent des mâles, et puis ils prennent un cousin au village, ils prennent un oncle au village, ils l'installent dans un environnement, une ferme, et puis ils s'attendent à avoir les résultats financiers. Non, l'élevage c'est un métier. Ici, les porcs évoluent par catégorie et le technicien est à leurs petits soins. 7 mâles pour 120 femelles. Nous produisons en bande, donc 6 à 7 truies par semaine. Donc les 7 mâles pourront monter les 6 ou 7 truies dans la semaine pour ne pas épuiser les mâles. Mais bien avant de remettre les sujets dans une loge, il faut préalablement laver, désinfecter la loge et observer un temps de vide sanitaire de minimum de 5 jours avant de réutiliser la loge, ce qui va permettre d'éviter les infections, de limiter les contaminations. Le fonds de garantie de 200 millions de francs CFA octroyé à cette filière par l'Union européenne doit booster la production. L'objectif est de produire 60 000 tonnes à partir de 2020 contre une production actuelle de 24 000 tonnes. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, comment ça va être donné aux éleveurs? Quelles seront les garanties? Quel sera le taux de remboursement? Tout ça, ça reste à voir. Mais sinon, toutes les aides sont les bienvenues au niveau de la filière porcine. Nous croyons qu'avec ce fonds de garantie, les 60 000 tonnes d'ici 2020, nous allons même dépasser. Nous qui sommes surtout de l'intérieur, nous qui sommes à l'intérieur des pays là-bas, depuis les différentes crises qui se sont succédées, les élevages battent de l'aile. Donc aujourd'hui, la mise en place de ce fonds de garantie-là va permettre aux élevages de repartir de plus belle. La viande de porc est un choix économique selon les spécialistes. Elle est la moins chère sur le marché. Consommer cette viande, c'est réduire les charges du panier de la ménagère. 25 juillet, journée internationale de sensibilisation contre les violations faites aux femmes et aux jeunes filles. Une célébration marquée par la couleur orange. Une journée orange donc avec pour thème mettre fin aux violences contre les femmes et les jeunes filles. Les échos de cette célébration avec Éric Gouré, c'était au siège de l'ONU Femmes. Dans le monde, plus de 50% de femmes et de jeunes filles sont victimes de violences selon plusieurs sondages des organisations des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par ce tableau. Violence conjugale, violence domestique, mutilation génitale féminine et harcèlement sexuel sont des fléaux auxquels n'échappent pas les victimes. C'est pour lutter efficacement contre ces phénomènes que l'Organisation des Nations Unies a décrété une journée de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Période pendant laquelle donc, il y a une série d'activités qui sont menées à travers le monde entier et notamment en Côte d'Ivoire, nous le menons sur l'ensemble du territoire pour manifester donc, la volonté du gouvernement, la volonté des acteurs en Côte d'Ivoire à mettre fin aux violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Les violences faites aux femmes et aux jeunes filles doivent disparaître pour permettre aux victimes de s'épanouir selon les initiateurs. De façon très naturelle, nous pensons que la protection et la promotion de la femme vont de pair. Et si nous voulons des femmes fortes dans des institutions fortes, nous sommes obligés de briser le silence et de parler de faits et de fléaux qui réduisent considérablement le potentiel de la femme, à savoir les violences faites aux femmes. Des campagnes de sensibilisation sont prévues dans différentes communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays, pour faire prendre conscience aux populations de ce phénomène qui déshonore la gente féminine. Voilà, vous l'avez dit, Éric Gouré, 25 juillet, donc journée de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. On faisait le point avec notre reporter. On parle politique à présent. Le RDR, le Rassemblement des Républicains, a tenu ce lundi une réunion du bureau politique pour échanger donc sur les remous sociaux suite à l'émission des doubles factures d'électricité. La déclaration a été rendue publique à la fin de cette réunion par le porte-parole du RDR, Joël Nguessan. Je vous propose à présent un extrait de la dite déclaration. Le bureau politique a pris les décisions ci-dessous. Le bureau politique condamne avec force cette défiance à l'autorité d'État et ces violences gratuites. Le bureau politique s'incline respectueusement devant la mémoire des victimes et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées.
le bureau politique souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le bureau politique réaffirme l'ambition du RDR d'être un parti au service du progrès de la Côte d'Ivoire et du bonheur des Ivoiriens. Le bureau politique demande aux Ivoiriens et aux Ivoiriens de demeurer sereins et être sourds à tous les chants des sirènes. Des jeunes issus des pays de la CEDEAO ont été formés récemment au leadership. C'était à l'initiative de Gorée Institute, un atelier sous-régional qui s'inscrit dans le cadre de la prévention des conflits et la cohésion sociale. Au terme de ces 3 jours de formation, une plateforme citoyenne de dialogue pour la paix a été mise en place. On fait le point avec Kader Ouattara et Hugues Hervé-Blé. Selon les résultats du recensement général de la population en 2014, les jeunes représentent 77,3% de la population ivoirienne, portant la participation des jeunes au processus de paix et de cohésion sociale demeure faible. Le constat est le même dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. À l'initiative de Gorée Institute, organisation qui œuvre au renforcement du dialogue et à la résolution pacifique des conflits, 45 jeunes issus des pays de la CEDEAO ont désormais une meilleure appréciation de la prévention des conflits et du leadership organisationnel. Après 72 heures de formation, ils sont aptes à identifier les contraintes et défis liés à la prévention des conflits et à leur gestion. On a appris qu'est-ce qu'un leader, on a appris aussi comment résoudre un conflit, comment dialoguer avec les autorités et comment aussi utiliser les connaissances que nous avons apprises pour pouvoir aller implémenter ça au niveau de nos pays respectifs. Il faut sensibiliser la jeunesse, peut-être à travers des forums, ou bien même faire un plaidoyer, leur dire que maintenant l'heure n'est plus à l'attente. Résultat des échanges, une plateforme citoyenne de dialogue pour la paix et la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest est désormais de mise. Et cette plateforme sera un espace d'échange pour les jeunes, un espace aussi de plaidoyer pour que aussi les jeunes puissent ensemble harmoniser leur stratégie d'intervention et sur cette base-là, qu'ils puissent servir de levier dans les réflexions pour la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Gorée Institute n'en est pas à sa première activité en Côte d'Ivoire. L'organisation avait dépêché à l'élection présidentielle de 2010 une équipe d'observateurs. Les actions prioritaires du gouvernement, on en vient à présent. Elles ont été présentées par le CICG. C'était à l'occasion d'une rencontre donc initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Rencontre suivie pour vous par Hamza Diaby. Souvent en bout de chaîne que les responsables de communication sont interpellés ou associés au travail. Ce qui, nous en sommes conscients, enlève beaucoup d'efficacité à la communication gouvernementale. Il faut donc les informer en amont sur tout ce qui concerne leur champ d'action, d'où l'organisation par le CICG tous les mois d'un atelier pour amener les responsables gouvernementaux de communication à anticiper davantage et avoir une meilleure compréhension des enjeux de cette fonction. Déjà sur le PTG, nous avons donc invité le conseiller spécial du Premier ministre en charge donc, du PTG de venir présenter succinctement donc, les grands axes stratégiques de travail du gouvernement. Ensuite, nous avons invité le chargé de programme ODD, ce sont les objectifs de développement durable, qui donc, a présenté également la matrice d'action des ODD en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous avons invité donc le représentant du ministre de l'économie numérique et de la Poste pour entretenir les responsables de communication sur la question de la maturité numérique. Des dossiers importants pour le gouvernement qui doivent être compris, maîtrisés par les services de communication, puis intégrés dans leurs actions de communication. Il y a un certain nombre de questions qui ont été abordées comme la mise à disposition de moyens pour pouvoir travailler efficacement, mais surtout la diffusion et la circulation des informations via différents canaux. Et j'espère qu'à la fin de ce séminaire, effectivement, nous trouverons des solutions afin que chacun des responsables de communication appartenant ici aujourd'hui puisse s'approprier les contenus gouvernementaux. Dès septembre prochain, le Centre d'information et de communication gouvernementale s'intéressera à l'amélioration de l'environnement économique
toutes les problématiques de réforme dans le cadre du Doing Business. Une autre rencontre dans cette édition, cette fois à Yamoussoukro, elle réunissait les membres du syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, SYNACASI. À l'ordre du jour, l'amélioration de la prise en charge des accidentés de travail et des maladies professionnelles. On en parle avec Léon Ombro. Médecins et autres cadres supérieurs de la santé hors des hôpitaux et laboratoires d'analyse, le temps d'un recyclage sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Le premier cas provoque au monde 321 000 décès par an, contre plus de 2 millions pour le second cas selon le BIT. Un tableau aussi sombre pour la Côte d'Ivoire, révèle le SYNACASI. Il y a un peu plus de 800 000 travailleurs qui contactent la maladie sur le lieu de travail. Il est bon qu'on organise leur prise en charge. Cet enseignement universitaire va nous permettre d'informer la population et en même temps, nous aussi, les professionnels, qu'on soit guéris pour les soigner. Venu édifier ses pairs professionnels de la santé, le professeur Jean-Sylvain Bonny définit la maladie professionnelle comme la pathologie contractée par le travailleur dans l'exercice de ses activités et de préciser que pour l'éviter, l'employeur et l'employé doivent de concert surveiller les lieux de travail, le travailleur et prendre en charge la pathologie. L'expert explique la récurrence des cas. Il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles en Côte d'Ivoire. Il y a un sous-diagnostic parce que les chiffres sont assez faibles et les chiffres ne reflètent pas la vérité parce qu'il y a beaucoup de maladies professionnelles indemnisables qui ne sont pas déclarées. Et ces maladies à caractère professionnel doivent passer comme maladies professionnelles indemnisables. Ont également alimenté les 17e enseignements post-universitaires du SYNACASI placés sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, les 4 étapes du processus de prise en charge des maladies professionnelles, le diagnostic, la déclaration, la reconnaissance légale et la réparation des préjudices subis du fait de ces pathologies. Hors de chez nous, en Turquie, au lendemain d'une manifestation de masse à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan et son premier ministre ont rencontré ce lundi les dirigeants des principaux partis d'opposition pour donc évoquer les conséquences du coup d'État manqué du 15 juillet dernier. Une première concertation depuis donc ce putsch raté. Notez que la traque se poursuit pour retrouver donc les personnes impliquées. Les journalistes ne sont pas en reste. Des mandats d'arrêt ont été délivrés contre 42 journalistes. Et on poursuit en images aux États-Unis. La convention des démocrates s'est ouverte ce lundi à Philadelphie. En Pennsylvanie, Hillary Clinton en sortira officiellement investie, la candidate donc à la présidentielle des États-Unis. Notez également qu'il faut dire que jamais aux États-Unis, une femme n'avait eu l'opportunité d'atteindre ce niveau dans la vie politique donc américaine, l'investiture pour l'élection présidentielle. Pour certains observateurs, donc, cette convention sera sans doute une unité de façade à la suite donc à la démission de la présidente du Parti démocrate. Et on termine avec cette information, 15 morts et de nombreux blessés dans une attaque à l'arme blanche au Japon. Une attaque survenue dans un centre pour handicapés au sud-ouest de Tokyo. Et c'est ça qui donc met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très très bonne soirée. Je vous dis à demain.